Salam alaikum az-Zulflaoun. Bonsoir. Le pays sombre de plus en plus dans l'inconnu par la faute d'une poignée d'incompétents, de prédateurs n'ayant pour seul et unique objectif la prédation et la mise sous tutelle de tout un peuple. Qu'attendre d'un pouvoir désincarné, absent, ne prenant aucune initiative ni sur le plan interne, ni sur les questions diplomatiques concernant la situation sur l'ensemble de nos frontières, où on enregistre une nette augmentation des tensions qui instrumentalise la justice, bâillonne la presse, intimide et menace son peuple. Sommes-nous réduits à avoir des nouvelles de M. Tebboune par la chancelière allemande, Mme Merkel, qui, à cette occasion, fait office de porte-parole de la présidence de la République et qui disqualifie de facto toute la communication institutionnelle. M. Trump a été atteint du Covid-19, il s'est fait hospitaliser quelques jours, puis a repris ses activités. M. Boris Johnson, de même, M. Bolsonaro, le président brésilien aussi. Que se passe-t-il au sujet de M. Tebboune? Que veut-on nous cacher et pour quel but? Cette semaine a été riche en désillusions à la déclaration malhabile de M. Macron, exprimant le soutien officiel de l'État français à la politique engagée par M. Tebboune, encourageant les réformes de ce dernier à susciter une vague de commentaires allant de l'ingérence jusqu'à l'émission pour l'opposition réelle, alors que nous avons observé le silence quasi unanime des partis, des personnalités qui soutiennent la nouvelle Algérie, qui abreuvaient il n'y a pas si longtemps de manière récurrente et permanente de discours hostiles à l'ancienne puissance coloniale. Ces mêmes partis et mêmes personnalités s'offusquaient d'une résolution du Parlement européen réagissant fermement aux violations des droits de l'homme et des libertés dans notre pays. M. Macron signe un chèque en blanc politique à l'Algérie, l'encourageant et soutenant la feuille de route du commandement militaire. Quel qu'en soit le coût et le prix, alors que le Parlement européen, dans la procédure d'urgence, dénonce fermement les atteintes récurrentes aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales et syndicales. Cette résolution du Parlement, qui, faut-il le rappeler, n'est pas contraignante vis-à-vis de la Commission et du Conseil de l'Europe, a suscité une vague d'indignation chez les suppôts du pouvoir et de leurs nouveaux amis qui les soutiennent, espérant au passage des éventuels dividendes rentiers et protocolaires. Entre l'ingérence caractérisée de M. Macron, qui s'inscrit dans un cadre politique, et la résolution du Parlement européen se limitant à dénoncer les atteintes aux droits de l'homme, le choix est vite fait. Voilà le triste spectacle que nous offre ce nouveau pouvoir, incapable d'avoir une vision historique du pays, sourd et aveugle à la demande de liberté, de démocratie et pour l'avènement d'un état de droit, et fait de notre peuple une variable d'ajustement dans un environnement chrysogène qu'ils ont eux-mêmes créé.
Algérie rétro semaine, c'est le titre de notre émission aujourd'hui. Comme vous le savez, chaque samedi, donc on revient sur les sujets qui ont marqué l'actualité cette semaine. On essaiera bien sûr de parler de Tebboune. La question qui se pose, aucune nouvelle, aucune communication sérieuse que les Algériens peuvent croire donc par rapport à son état de santé. On essaiera d'essayer de comprendre quelques questions par rapport à ce sujet. On va entamer avec, bien sûr, ce qu'a déclaré Macron. Et beaucoup d'observateurs pensent qu'Emmanuel Macron jette le trouble en apportant son soutien au président Tebboune. Cet entretien avec Jeune Afrique. Et on essaiera aussi de parler de la résolution du Parlement européen, cette résolution d'urgence sur les libertés en Algérie. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir dans cette émission, c'est Mohamed Khelfaoui, ancien cadre du service qui est avec nous depuis Skype, depuis Alger, via Skype depuis Alger, pardon. Mohamed Khelfaoui, marhaba bik, bonsoir. مرحبا بك سي نصر مساء الخير على الجميع. مرحبا بك سي محمد خلفاوي. On aura aussi dans cette émission Nasser Haddad qui est militant politique depuis Alger aussi via Skype. Nasser Haddad, bonsoir, مساء الخير, مرحبا بك. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation. Merci Nasser Haddad. On aura aussi via Skype, on me dit, il est avec nous, M. Hussein Jidel, anthropologue, militant politique depuis Paris, via Skype. C'est Hussein, marhaba bik. Bonsoir. Merci, bonsoir et merci pour l'invitation. Marhaba bik, c'est Hussein. Et depuis Alger, on aura Karim Tabou, coordinateur de l'UDS, et Maître Nabila Esmaïl, avocate et militante politique depuis Alger. C'est Mohamed Khelfaoui, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik. C'est Mohamed Khelfaoui sur cette question donc de Tebboune. Pas de nouvelles. Les Algériens sont inquiets, bien sûr, par rapport à la situation politique. On est dans l'impasse totale et beaucoup d'observateurs parlent que le régime est dans l'impasse, sachant qu'on a organisé des élections, donc ce référendum de la nouvelle constitution, et qu'on sait très bien qu'il faut 45 jours pour que cette constitution soit signée. Qu'est-ce que vous en pensez de cette question qui tourne autour donc, de M. Tebboune, le président de la République, qui n'a pas donné signe de vie, ni les gens qui sont derrière, qui sont supposés donc, nous donner des informations sur son état de santé, sur son retour en Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez, Mohamed Khelfaoui? مساء الخير للجميع comme je vous l'ai déjà dit. شوف سي ناصر, la question de la maladie du président de la République, ou plutôt de son absence sur la scène politique. Malheureusement, la communication, même s'il y a des tentatives de communication de la part de la présidence ou de certains de ses conseillers, les uns nous disent qu'il est en excellente santé, les autres qu'il est en train de se remettre. La première chose que je regrette personnellement, c'est j'aurais aimé que ce soit le staff médical, son staff médical, puisqu'on dit qu'il a été accompagné d'un staff médical. J'aurais aimé que ce staff médical s'adresse, communique officiellement, il est le mieux placé pour cela, et nous dise ce qu'il y a. Maintenant, ce silence, que cache-t-il, s'il cache quelque chose? Ou pourquoi doit-on maintenir ce suspense par rapport à la santé ou à sa capacité de mener les choses du pays, la chose politique du pays correctement? On commence à s'habituer malheureusement à ce genre de comportement qui est gratuit, parce qu'on peut bien nous dire ce qu'il a. Ils l'ont fait avec Boumedine, rahimahullah, lorsqu'il était malade, revenu je crois, si mes souvenirs sont bons, du RSS. On nous l'a montré
sur une chaise, une couverture sur ses jambes. On nous a parlé de Chadi Benjdid lorsqu'il était parti en Belgique pour son hernie discale et il était revenu, donc on nous l'a montré. On nous a parlé de Bouteflika également, lorsqu'il était malade la première fois qu'il a été opéré, quand il était revenu de France. La deuxième fois également avec son AVC, et lui-même s'est montré sur sa chaise roulante pour dire aux Algériens voilà son état de santé, c'est son incapacité à se mouvoir. Et pour aujourd'hui, franchement, c'est inattendu. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va demander encore, ou on va patienter encore les 2 ou 3 jours qui restent pour fermer les 45 jours constitutionnels avant de dire quoi que ce soit. Est-il en bonne santé? Nous le lui souhaitons. Nous le lui souhaitons, bien sûr, qu'il soit en bonne santé ou qu'il soit remis de son mal. Mais nous souhaitons également qu'il apparaisse, au moins, parce que bon, s'il est en convalescence, on peut le montrer quand même. On peut le montrer, nous dire, comme l'avait fait Boumediene, au moins le geste de la main pour saluer, et comme l'a fait Bouteflika, et avec sa phrase كتب لي الله ما يريد وانا نشوف فيها تعبان وشي قالها et je ne sais pas pourquoi Tebboune ne le dirait pas, pourquoi s'empêcherait-il ou l'empêcherait-il. Et encore une fois, le staff médical, où est-ce qu'il est? Son staff médical, je parle. Très bien. Maintenant, Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. On va essayer de poser la question à Nasser Haddad. Nasser Haddad, pourquoi cette opacité donc, par rapport à l'état de santé d'Abdelmajid Tebboune? Pourquoi ce flou? On nous annonce bien sûr des informations via une troisième partie, via des médias qui sont étrangers. Le conseiller du président nous fait une déclaration comme quoi il a reçu des informations via le fils d'Abdelmajid Tebboune, comme si c'était une affaire de famille, pas une affaire d'État. Qu'est-ce que vous en pensez, Nasser Haddad? Nasser, permettez-moi, avant de répondre directement à votre question, de situer le cadre global dans lequel se trouve l'Algérie aujourd'hui. Parce qu'il s'agit du chef de l'État. Il ne s'agit pas d'une personne ordinaire. S'il s'agissait d'une personne ordinaire, M. Tebboune en tant que personne, bien évidemment, en tant que père de famille, on lui souhaite un prompt rétablissement le plus tôt possible pour qu'il revienne à sa famille. Mais en tant que chef de l'État, il y a un impact politique majeur sur le pays. Je m'explique. L'Algérie, quand on essaye d'avoir une vision globale, vit une phase révolutionnaire depuis février 2019. Cette phase révolutionnaire a mis en évidence 2 acteurs majeurs. Le peuple révolutionnaire et le pouvoir en place depuis 1962 à ce jour. Ces 2 acteurs, chacun a sa feuille de route. La feuille de route du peuple révolutionnaire est toute simple et toute claire, nette et précise. Elle se résume en ce qui suit. Le recouvrement par le peuple algérien de sa souveraineté pleine et entière à travers un processus constituant qui permettra de 1. Installer ou mettre en place des institutions légitimes, 2. Proposer et mettre en place aussi un processus de légitimation du pouvoir politique incontesté et incontestable. Voilà la feuille de route de la révolution dans son expression la plus simple. En face, vous avez la feuille de route du régime. La feuille de route du régime, elle est connue, c'est l'élection d'un président, c'est la mise en place d'une nouvelle constitution
à travers, c'est le président élu qui proposera une nouvelle constitution pour aller vers ce qu'ils appellent la nouvelle Algérie. Or, dans les deux feuilles de route, la feuille de route du régime est aujourd'hui extrêmement compromise. Elle est compromise par la maladie du chef de l'État. Bien évidemment, cette maladie a une influence sur le fonctionnement du pays, parce que chez les deux acteurs, il se trouve que le pouvoir qui détient tous les leviers de commande du pays. Par conséquent, le premier des impacts est d'abord interne au régime. Aujourd'hui, lorsqu'on revient à la Constitution de 2016, parce que celle de 2020 n'est pas encore en vigueur, vous prenez le fonctionnement du pays, les articles 91 et 92, qui relatifs au fonctionnement du pays. Ils accordent au président de la République des pouvoirs extrêmement importants. Et ces pouvoirs ne sont pas délégables. Si vous prenez les articles 105 à 109, ça y va de la sécurité du pays. C'est des pouvoirs aussi qui ne sont pas délégables. Donc, qui sont liés directement au président. Ils ne sont pas délégables. C'est le chef de l'État lui-même qui est tenu de les exercer. En dehors du chef de l'État, personne ne peut les exercer. Donc aujourd'hui, la situation du pays est assez inquiétante. Elle est assez inquiétante. Pourquoi? Parce que le pays est littéralement à l'arrêt. À l'arrêt. Très bien. Lorsque vous avez le fonctionnement du pays est inopérationnel et vous avez la sécurité du pays qui risque aujourd'hui d'avoir des difficultés pour... on reviendra sur les défis sécuritaires. On va essayer de revenir sur les défis sécuritaires, Nasser Haddad. Restez avec nous, Nasser Haddad. On va essayer de revenir aussi sur cette question que vous avez soulevée par rapport donc, à ces défis sécuritaires. Houssine Djidel, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Houssine. Sur cette situation qui est très inquiétante, nous dit Nasser Haddad, Houssine Djidel, et beaucoup d'Algériens aussi sont dans cet état. Ils pensent que la situation du pays est très inquiétante. Le flou total par rapport à cette question de l'état de santé de Tebboune. Est-ce que vous pensez que la feuille de route est compromise? Et quand je parle de la feuille de route, je parle de la feuille de route du régime. Nasser, merci pour l'invitation et salutations pour les invités et pour les téléspectateurs. Écoutez, je pense que nous sommes en train de parler de Tebboune, de la feuille de route des généraux. Il faut bien préciser, pas le régime. Le régime est un mot vague. Les généraux, plus spécialement la police politique et la DCSA, ça veut dire la police politique de l'armée. Donc l'Algérie est gouvernée par la police politique. Donc depuis quand l'Algérie ou le régime algérien reconnaît au peuple algérien le droit de regard sur les questions de l'État? Pour ces militaires, pour cette junte militaire qui gouverne l'Algérie, l'Algérie leur appartient. Tebboune, c'est le leur. Sa santé, ce qui implique son absence, ne concerne que les détenteurs du pouvoir militaire en Algérie. Le peuple n'est pas concerné. Ce n'est pas son droit, ce n'est pas son assiette et ce n'est pas sa soupe. Mais voilà, c'est Houssine Djidel. Quand on parle d'un pays aussi, le pays est concerné, le peuple est concerné par cette situation politique, par cette impasse. Oui, mais ça c'est dans la logique quand l'Algérie, quand le pouvoir est issu de la volonté du peuple. Le pouvoir n'est pas issu de la volonté du peuple. Ça, c'est la logique des militaires qui gouvernent l'Algérie. En quoi ça vous regarde la santé de Tebboune? C'est notre affaire. Ce n'est pas votre affaire. C'est comme ça qu'il s'adresse au peuple. Il s'adresse encore
d'une façon encore plus détestable au peuple algérien. Donc, pour eux, l'Algérie est la leur. Ils ont privatisé ce pays. Et c'est pour cela, le Harak, des débuts, il dit les généraux à la poubelle ou Jazair dit l'istiqlal. Ça veut dire, le peuple algérien n'est pas souverain. Le peuple algérien n'est pas libre. Le peuple algérien, il est sous un régime qui est la continuité d'une autre manière au régime colonial. D'ailleurs, même ceux militaires qui prétendent être avoir comme ancêtres les officiers de l'ALN, ils n'ont rien à voir dans leur comportement. Ils étaient déjà les serviteurs des officiers de l'armée française. Ils sont dans le comportement de colonialisme français. Et jusqu'au-là, c'est le peuple algérien qui le dit et qui le répète. Toute la répression, jusqu'au-là, le peuple algérien n'a jamais voté, n'a jamais écrit une constitution, n'a jamais choisi un président, n'a jamais choisi un gouvernement, n'a jamais choisi ses députés, n'a jamais choisi ses élus d'une façon libre et démocratique et qui manifeste, qui est conforme à la volonté du peuple. Donc, si on parle de cette façon-là, oui. Maintenant que le régime il est compromis, c'est son propre problème. Vous avez vu la gestion de Covid. Vous avez vu que le peuple est livré à soi-même. Chab Jazairi, Aïch Wahdou, il se débrouille. Il n'y a pas d'État. Il y a une mafia qui gouverne ce pays et qui n'a rien à foutre de ce sort de ce pays. Sauf maintenant, ils sont soucieux du sort du régime, du sort de cette autorité militaire. Comment on sauve cette autorité militaire? On a tant fait, on a tant réprimé, on a tant volé, on a tant tué, on a tant gaspillé de l'argent de l'Algérie. Comment maintenant on va maintenir cette autorité militaire et surtout que la deuxième façade civile, elle s'effondre avec la maladie de Tebboune. Regardez bien au niveau de communication. Vous avez un régime militaire qui n'a aucune vision. D'ailleurs, les militaires n'ont jamais eu de vision dans le monde. Les militaires n'ont jamais édifié un État. Donc, même pour parler de cette question de Tebboune, il passe par RT, la télévision russe, RT qui a eu l'information à travers un conseiller de la présidence et le conseiller de la présidence qui a eu l'information à travers le fils de Tebboune. Ils sont incapables de faire un communiqué, de dire nous vous invitons à dire voilà. Et ça c'est pour eux. Le peuple algérien, il sait pertinemment que Tebboune est illégitime, que Tebboune est une façade civile d'un régime militaire, que ce régime est fini, qui n'a jamais eu de légitimité, il est dans sa phase finale et que le conflit inter-clan militaire, ça ne concerne que les militaires, ça ne concerne pas le peuple algérien. Le peuple algérien, il sera concerné le moment où ce régime, ces militaires, disent clairement au peuple algérien, on a décidé de vous remettre ce pouvoir, on doit prendre des dispositions d'apaisement, on doit discuter maintenant de notre sortie du jeu politique et notre retour aux casernes. À ce moment-là, le peuple algérien sera concerné. Maintenant, le peuple algérien n'est pas concerné de ce jeu interclan. Et d'ailleurs, tout le reste, puisque toutes les affaires du peuple algérien sont autogérées par le peuple. L'État n'intervient pas. L'État n'a aucune vision. L'État ou ce régime n'a aucun moyen au service du peuple algérien. La preuve, 10 000 dinars, ça fait 10 mois, et qui parle d'une aide de 10 000 dinars, les Algériens ne l'ont jamais touché. On a encore un problème de liquidité dans les postes et dans les banques. Donc, moi, je pense que le régime, il est compromis. Et quand on parle de 45 jours et la promulgation de la nouvelle constitution, etc., ils sont capables de dire que Tebboune, il a signé, il a promulgué en Allemagne ou ailleurs. Ce régime n'a pas de souci de légitimité. Ce régime, il a décidé de dire clairement, on n'a rien à foutre de la Constitution. Et on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de passer notre logique, que ça soit conforme à la Constitution ou non conforme à la Constitution. C'est pas regardez, quand vous décidez pour une deuxième fois d'humilier l'Algérie et de ramener votre président, votre façade civile dans un
dans un hôpital dirigé par les services de renseignement allemands, comme c'était le cas pour Bouteflika, qui est dans un hôpital dirigé par les renseignements français. Donc, qu'il arrête de parler de la souveraineté d'Algérie, du peuple algérien et de ceci. Très bien. Quand vous êtes incapable je reviendrai à vous, Hossein Djid. cette souveraineté. Je reviendrai à vous, restez avec nous. Mohamed Khelfaoui, sur cette crise, est-ce que vous pensez à la question de M. Tebboune ne concerne pas le peuple algérien, comme le dit Hossein Djid? Est-ce que vous pensez aussi que la vraie crise qui touche le pays, c'est celle qui touche le régime, parce que c'est lui qui a tout fait pour rester dans le cadre constitutionnel, donc le respect de la Constitution, comme il l'a dit. Donc il a préparé des élections présidentielles. Après, donc il a préparé ce référendum sur la Constitution. Mais là, on se retrouve dans une situation de crise. Il n'y a pas de nouvelles de Tebboune. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette nouvelle Constitution? Comment le régime peut se comporter ou peut trouver l'issue face à cette situation? Bon, il y a plusieurs questions dans votre intervention. La maladie du président de la République ou son absence du territoire national concerne tout le monde. Il s'agit du président de la République qui détient les clés de la décision ou la primauté de la décision. C'est lui qui oriente. Si je prends au mot les différentes presses qui s'expriment autour de ces activités, c'est lui qui décide et qui ordonne. Donc maintenant, qui ordonne en son absence? Le peuple algérien, moi personnellement, souhaite qu'il y ait une communication dans ce sens. Maintenant, qui est à l'origine de ces crises répétitives, cycliques, qui se ressemblent par ailleurs depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui. En effet, il y a un système de gestion politique que tout le monde souhaite, demande et lutte pour qu'il change. Il est encore là, le monde évolue, les crises elles-mêmes s'internationalisent, autour de nous, beaucoup de choses bougent, et l'Algérie, qui elle était à l'époque très dynamique et très alerte sur ce qui se passe autour d'elle, montre plutôt, aujourd'hui, elle observe beaucoup plus qu'elle n'agisse malgré des déclarations parfois tonitruantes et malgré aussi le retour de la parole présidentielle, mais ça n'a pas eu d'effet. Nous sommes isolés, c'est comme si, et d'ailleurs l'Algérie est à peine associée à ce qui se passe autour de nous, aussi bien en Libye qu'ailleurs. Ailleurs, c'est-à-dire au niveau du Sahel, d'autres puissances régionales ou internationales interviennent sans que l'Algérie ne puisse avancer ses propositions ou sa vision. Tout ça interpelle les architectes de la sécurité interpelle nationale. Et complique la situation, c'est Mohamed Khelfaoui. Oui, et ça complique. Et ça interpelle les architectes ou de la sécurité, chargés de la sécurité nationale. Donc, en effet, il y a un système là qui est, je pense, le temps a dit son mot, l'histoire a dit la sienne. Le système lui-même ne peut plus fonctionner parce qu'il était basé sur certains principes, sur une certaine légitimité qui n'a plus cours. Cette légitimité à tous les niveaux, dans tous les secteurs. Aussi, faudrait-il essayer de mettre une réflexion sur la table pour dire quel serait l'avenir du pays, ou alors comment peut-on passer d'une situation antérieure où les historiques étaient là, où un monde bipolaire existait, où l'Algérie pouvait quand même intéresser parce qu'il y avait les quelques 1000 milliards ou je ne sais combien ou plus. Autant d'éléments qui ont permis à ce système de se maintenir. Aujourd'hui, ce sont d'autres générations. Aujourd'hui, ce sont d'autres défis. Aujourd'hui, ce sont d'autres menaces. Et le pays ne peut plus rester figé.
l'absence du président vient encore ralentir un peu plus, pour ne pas dire aggraver un vide. Alors, si on doit espérer, je souhaiterais d'abord, entre parenthèses, avant que vous passiez la parole aux autres concitoyens qui interviennent, je voudrais dire que habituellement, s'agissant de haut niveau des États, Mme Merkel aurait pu tweeter ou alors faire une lettre officielle vers ses vis-à-vis, c'est-à-dire la présidence algérienne, et pas une déclaration en nous disant voici ce qu'elle a dit. Au moins un peu avec tous mes respects pour l'Allemagne historique, avec ses philosophes et avec tout ce qu'elle a fait pour l'humanité, il faut le dire, sans rougir. Et j'aurais aimé que les choses soient plus claires et dans un respect de notre souveraineté et aussi de notre force, de notre position régionale et de notre histoire. Ce n'est pas ici, là, on prend un micro, je souhaite ceci ou cela. Alors, vous, de toute façon, c'est une question. Vous avez dit qu'il va venir tout à l'heure à propos de la déclaration de Macron. Donc, on y reviendra par rapport à ça, si Mohamed Khelfaoui. Nasser Haddad, c'est donc très rapidement par rapport donc à cette question de communication sur l'état de santé de Abdelmadjid Tebboune. Il y a des voix qui s'élèvent par-ci par-là qui disent qu'il faut actionner l'article 102 et que les Algériens, bien sûr, ont connu ça et on a vu, bien sûr, le soulèvement populaire de 2019. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? D'abord, il y a deux questions dans votre question. La première est relative à la communication. On est habitué, Monsieur Djoudi, on est quand même habitué à ce genre de communication dans un régime ultra fermé. Mais quand vous dites, Nasser Haddad, je m'excuse, je vous ai coupé la parole. Quand vous dites qu'on est habitué, il faut mettre en évidence aussi ce que le régime, quand il a parlé du projet Nouvelle Algérie, il a parlé aussi des nouvelles méthodes de gouvernance. Il a parlé il a mis en avance la communication. On n'a pas vu le porte-parole, si on peut dire, ou le porte-parole de la présidence qui a disparu. Donc là, on se pose les questions. On est habitué. Certes, les Algériens sont habitués à des situations comme celle-là, comme la maladie du président. Mais les Algériens, quand ils se sont soulevés, ils se sont dit on va plus s'habituer aux anciennes méthodes, aux anciennes méthodes de gouvernance. Mais je vous ai dit tout à l'heure, lors de la première partie de ma réponse, qu'il y a deux acteurs majeurs pour les Algériens, pour le peuple révolutionnaire d'Algérie. La nouvelle Algérie, la feuille de route du régime a été disqualifiée, rejetée. C'est pour ça que je dis, le régime, c'est le régime qui est habitué, ce n'est pas le peuple algérien. C'est le régime qui est habitué à ce genre de communication. On ne peut pas parler de communication parce que c'est plutôt d'opacité. Parce qu'en théorie, chaque semaine ou chaque 2 jours, il doit y avoir un communiqué officiel des institutions chargées de ça, de cette mission, pour dire voilà l'état du chef de l'État à ce jour tel, à l'heure telle. Mais vous suivez comme moi, un jour c'est le fils du chef de l'État selon le fils, un autre jour c'est selon des sources dignes de foi, un autre jour. Donc ça, c'est le régime qui est en train de s'empêtrer dans ses difficultés, dans ses propres contradictions. Ce qui est rassurant, j'ai dit tout à l'heure que la situation est très inquiétante. Elle est effectivement inquiétante avec, si l'on prend en considération l'étendue des pouvoirs
dont dispose le chef de l'État, que cela soit les pouvoirs opérationnels qui font fonctionner l'État ou les pouvoirs sécuritaires qui protègent le pays. C'est de très gros pouvoirs. Mais, il y a un grand mais. Comme l'Algérie est en phase révolutionnaire, le peuple révolutionnaire est en train de garantir par la stabilité qu'il impose la sécurité du pays et l'avancement, l'état d'avancement de sa feuille de route. Parce que d'un point de vue politique, aujourd'hui, c'est la feuille de route de la révolution qui est en train de s'imposer. C'est faire une mauvaise lecture que de croire qu'une démarche totalement disqualifiée, au-delà de l'incident de la maladie du chef de l'État, c'est une démarche qui a été totalement disqualifiée, la feuille de route du régime. Donc, jusqu'à maintenant, on est encore en période révolutionnaire. Il faut noter avec satisfaction que le peuple algérien, le peuple révolutionnaire, est en train d'assurer à la fois la stabilité du pays et la sécurité. C'est ce qui permet aujourd'hui de modérer la gravité de la situation qui se passe au sein du régime. Très bien. Restez avec nous, Nasser Haddad. Houssine Djidel, très rapidement, donc, comment vous voyez, est-ce que vous pensez qu'on est toujours donc dans cette dynamique du Hirak? Nasser Haddad parle de cette feuille de route du peuple algérien qui demande bien sûr un vrai changement. Comment vous voyez, de l'autre côté, on est en train de voir que le régime, sa situation se complique. Et là, je parle bien sûr de la situation politique. Comment vous voyez ça, Houssine Djidel? Écoutez, je partage l'idée de M. Haddad avec un certain degré. C'est normal. Donc, le peuple algérien, il l'a bien dit le 1er novembre. Le 1er novembre, le peuple algérien, il a rejeté d'une façon incontestable, claire et nette, dans sa majorité écrasante, y compris les relais du régime, y compris Bosba, comme disait, y compris ceux qui pensaient ils ont rejeté ce régime. Ils ont obligé les militaires à déclarer 23,7% de participation. Ça veut dire que ce régime n'a aucune légitimité. La légitimité prétendue de Tebboune de décembre, selon les mêmes chiffres gonflés et falsifiés, a chuté de plus de moitié. Plus de moitié. Ça veut dire encore le peuple algérien rejette massivement et clairement ce régime. Donc cette situation dans laquelle se trouve l'Algérie, comme disait M. Haddad, les Algériens s'auto-aident, les Algériens gèrent leur gestion d'une manière hors le régime. Le régime ne gère plus. Les militaires gèrent leurs conflits et gèrent leur mainmise sur le pays à travers les services de sécurité, la police politique et l'instrument de la justice. C'est tout ce qui leur reste. Quand vous avez un régime qui n'a aucun moyen, aucune capacité de communiquer, Premier ministre يهضر لك على برانس، un ministre يقول لك نقفلوا عليهم الدومين ونقتلوا الدبل سيس فيدو، un ministre il fait l'éloge de n'importe quoi. Donc ils sont incapables d'avoir une communication. Ce régime il n'a ni légitimité, ni personnel, ni vision, ni moyens financiers, ni rien. Et quand des gens parlent les dangers qui guettent l'Algérie, dans le Sahel, dans ceci, cela, mais qui a mis l'Algérie dans cette merde? C'est pas les militaires qui bouffaient 12 milliards de dollars depuis des années? Depuis des années, le régime algérien, les militaires algériens bouffent 12 milliards par an. Même cette année, la loi de finances, les ministères de répression, c'est-à-dire le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur,
36% du budget de l'État. Encore la même logique. Qui a fait le mauvais choix? Qui? Vous avez... Et après, يقول لك عندنا حنا جيش. واش من جيش عندك انت؟ لو كان جاي جيش عندك جيش, si vous avez vraiment جيش صح, comme vous le dites, vous êtes digne de cette Algérie de شهداء. الإمارات تجي تلعب لك عند وذنيك. الإمارات maintenant elle est au Maroc, elle est au Mali, elle est au Tchad, elle est en Libye, elle est au Niger. Et dernièrement, vous savez, monsieur Nassar, qu'avec les Émirats, il y a Israël qui arrive. Qui est responsable de ça? C'est l'Algérie. C'est ces militaires qui ont passé 20 ans, 30 ans dans la répression du peuple algérien et dans le partage et le vol des richesses de l'Algérie. Donc, ce que je vous dis, et je serai bref, pour l'article 102, encore cette nouvelle constitution qui a été rejetée par le peuple, on a gardé le même article. Ça veut dire l'article qui verrouille tout le jeu. Je pose un détail seulement. Ils ne peuvent pas actionner cet article pour la simple raison parce que le Conseil constitutionnel il doit recevoir l'ordre des militaires pour se réunir. Il doit annoncer la décision à l'unanimité. Ça veut dire à l'unanimité des 12 membres. Alors que le Conseil constitutionnel, depuis la démission de Blaise, il est composé de 11 personnes seulement. Très bien. Donc, restez avec nous. Hossein Djid, restez avec nous. On a été rejoint par Karim Tabou, coordinateur de l'UDS depuis Alger. Karim Tabou, marhaba bik, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, Nassar. Merci, Karim. Karim, si on revient un peu, bien sûr, sur votre lettre, votre réponse par rapport aux déclarations d'Emmanuel Macron, le président de la France, qui, dans un entretien publié le vendredi 20 novembre par le journal Jeune Afrique, saluant le courage du président algérien Abdelmadjid Tebboune, a promis de tout faire pour aider le dirigeant afin que la transition réussisse en Algérie. Il y a eu votre réponse et bien sûr des mots très forts dans votre lettre de réponse. Nous n'attendons aucun soutien de votre part et là je vous mentionne. Karim Tabou, qu'est-ce que vous en pensez donc bien sûr de cette sortie de Emmanuel Macron et par rapport à votre réponse aussi? Enfin, la sortie d'Emmanuel Macron est en cohérence avec les positions de la France officielle concernant l'Algérie. Vous savez, la France prétend auprès des organisations internationales, notamment de l'Amérique du Nord, qu'elle est spécialiste de l'Algérie. Elle prétend également en Europe qu'elle est spécialiste de l'Afrique du Nord, puisque l'ensemble des pays de l'Afrique du Nord étaient des colonies françaises. Et donc la France prétend connaître la région, donc avoir le monopole, et puis elle a des relations très poussées avec les régimes de ces pays. Macron a dépassé encore plus les limites. Souvenons-nous de sa visite à Alger. Il se fait un bain de foule préparé, organisé par le pouvoir algérien, alors que le chef de l'État algérien était absent, et qu'à l'époque, tous les gens qui sont d'accord avec tous les relais, pratiquement, de cette relation, de cette complicité, de ce pacte qui n'est pas écrit, mais qui existe bien entre le régime français, les officiels français et le régime algérien, a fait que le chef de l'État français s'offre un bain de foule à Alger. Et là, on revient, Karim, je vous coupe très rapidement. Il y avait une scène qui a marqué un peu donc, cette marche de Macron, ce bain de foule, où un jeune disait qu'on étouffe. Et la réponse de Macron était de desserrez-vous. Libérez-vous, et il continue, il enchaîne en disant que le visa ne doit pas devenir le seul projet de la jeunesse algérienne. Mais malheureusement, d'un côté, il ferme pour les visas et il soutient un régime qui ferme toutes les perspectives politiques. On se retrouve avec une jeunesse qui se jette dans la mer. C'est ce pacte de complicité, ce pacte de silence
qui est scellé entre le pouvoir algérien et les officiels français, qui fait que l'Algérie est empêchée aujourd'hui de réaliser les rêves de sa jeunesse. Mais pourquoi ce soutien, Karim Tabou? Pourquoi ce soutien alors que Emmanuel Macron, c'est un jeune président, il a la quarantaine, il sait très bien que 70% de ce peuple algérien sont jeunes. Ces jeunes voient le monde, comment il est aujourd'hui. Ce n'est plus le monde des années 70, mais des années 80. Mais ça reste encore le monde des affaires. Bien au contraire, Macron, moi je n'interfère pas dans les affaires françaises, mais de l'avis de beaucoup de spécialistes français, il est lui-même le résultat des milieux financiers, des milieux d'intérêt, des milieux des affaires. Il est vrai que la faillite politique de la gauche comme de la droite a été à l'origine de l'émergence de ce président. Je ne rentre pas dans les détails, je ne m'autorise pas d'interférer dans les affaires internes à la France. Toutefois, nous concernant, il est clair que les relations algéro-françaises restent sous le monopole absolu des réseaux d'affairistes d'intérêt. Et d'ailleurs, lui, lors de l'entretien qu'il a donné, il a donné tout simplement l'allure de quelqu'un qui connaît bien la situation et donc qui prend position en faveur du pouvoir. Mais ce qui est intéressant, d'abord la lettre a eu un écho extraordinaire, très favorable auprès de l'opinion publique algérienne, qu'il soit au niveau du pays ou au niveau de la diaspora. Et franchement, je ne m'y attendais pas parce que c'était juste une voix de conviction. Moi, je me suis senti concerné, je me suis senti interpellé. Je ne pouvais pas rester indifférent face à une telle attitude qui continue de considérer l'Algérien comme un sujet. Et là, j'ai réagi. Je suis impressionné, mais je suis agréablement impressionné par l'écho positif que ça a donné la lettre. Mais également, elle a démasqué tous les relais de la France, tous les relais du pouvoir qui se mettent des masques de l'opposition et qui veulent passer auprès de la population comme étant des soutiens à la population, mais en fin de compte à l'épreuve des faits, à l'épreuve des convictions, à l'épreuve des prises de position, il s'avère être l'opposition de l'opposition. Et la question de cette catégorie de gens, justement, n'a pas d'âge. Même si on peut trouver des gens qui se considèrent être une nouvelle génération de militants, mais en fait, dans certains cas, ils sont une nouvelle génération de mercenaires, une nouvelle génération d'opportunistes, une nouvelle génération de gens qui sont irrésistibles à l'attrait de la mangeoire. Dès qu'on leur montre un sandwich, ils sont là, ils sont à l'affût, ils ne résistent pas à l'appât. Donc, au fait, cette lettre a doublement été utile. Elle a été utile pour redonner de l'espoir aux Algériens en disant qu'on est là, qu'on n'accepte pas qu'on soit considéré comme des sujets. Et puis également, elle a démasqué tous ces relais mercenaires, soutien à la France, soutien au pouvoir, qui ont réagi négativement et qui trouvent tous les subterfuges possibles pour s'attaquer à Karim Tabou, à l'auteur de cette lettre. Mais en tout cas, les relations de l'Algérie à la France, désormais, elles sont mises sous la loupe du peuple algérien, plus que jamais. Et d'une manière définitive, rien ne peut se passer sans tenir compte de l'avis de l'opinion publique. Voilà le Hirak, la révolution de cette jeunesse a réussi également à ce niveau à briser deux choses. À briser d'abord la barrière psychologique, en considérant pendant des années, des décennies, voire des décennies, que ces affaires-là relèvent d'affaires d'État, de responsables officiels, et que l'opinion publique n'avait pas grand-chose à dire sur ces sujets. Mais également, et ce qui est important,
c'est que cette relation entre l'Algérie et la France est mise sous la loupe du peuple algérien et ne peut plus être le monopole de réseaux d'intérêts. Elle est également un sujet qui concerne l'avenir des Algériens. Et bravo pour les Algériennes et les Algériens qui ont fait un écho extraordinaire de la lettre, mais également qui ont montré toute leur adhésion à cette position, qui ont en fin de compte une position d'un citoyen qui a exprimé l'avis de tous ces Algériens qui veulent bien être considérés comme des citoyens à part entière. Très bien. Autant par le pouvoir que par la France. Très bien. Karim, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps et je vous remercie pour ce temps que vous nous avez accordé, mais je vais essayer de vous poser la question sur notre troisième sujet d'aujourd'hui. C'est cette condamnation, donc la résolution d'urgence du Parlement européen sur la situation des droits de l'homme en Algérie. Comment vous l'avez trouvé, donc, cette condamnation? Beaucoup parlent d'ingérence. Il y a des partis, vous avez parlé bien sûr des réactions des partis qui gravitent bien sûr, si on peut dire, autour du régime. Le RND et le FLN, il a condamné cette résolution. Quelle est votre lecture par rapport à cette résolution, Karim Tabou? Écoutez, d'abord, il y a une différence entre une position exprimée par une instance officielle d'un État à travers son président, c'est la lettre de Macron, et un discours, un débat qui se déroule dans une instance plurielle qui rassemble des députés élus par leur peuple. La différence est que ces députés essayent d'exprimer des opinions qui leur sont propres à eux. Par contre, la position de Macron est une position d'un président d'un État. Il faut expliquer cette différence. Dans le Parlement algérien, il y a des députés, même si vous connaissez bien les conditions de l'élection de ce Parlement, mais les parlementaires algériens peuvent bien avoir un avis sur une question internationale et ils peuvent également avoir un avis différent entre les différents partis, ce qui est normal dans les pays démocratiques. Donc le Parlement européen est constitué de groupes parlementaires différents. Il y a ceux qui dénoncent les atteintes aux droits de l'homme en Algérie, mais il y a également ceux qui sont les relais du pouvoir au sein du Parlement européen. Donc le Parlement européen n'est pas une instance dirigée par une personne qui exprime la position d'un pays. Et sur cette question-là, à mon avis, il va falloir regarder de près ce qui a été dit dans la résolution. Y a-t-il de prisonniers d'opinion en Algérie? Oui. Y a-t-il des atteintes aux droits de l'homme? Oui. Y a-t-il des restrictions aux libertés? Oui. Que ce soit dit par les Européens ou par les Chinois ou par les Russes ne change pas grand-chose dans la réalité vécue par les jeunes Algériens qui se retrouvent dans les prisons et qui voient leur itinéraire de la vie réduit à l'arpentage des chemins qui mènent au cimetière ou qui mènent au commissariat, et quand ils ne sont pas envoyés au cimetière et au commissariat, ils sont jetés dans la mer, ils sont bouffés par la mer. Donc c'est la réalité qu'il faut regarder. Et à mon avis, la meilleure façon de se battre contre toute interférence étrangère étant de respecter les droits de l'homme, de respecter les normes démocratiques et puis construire un État de droit qui permettra à l'Algérien de se sentir fier de son État. Et dans cette situation, je vous assure, personne n'osera interférer dans les affaires internes. Il y a une nouvelle, juste, et je vais vous laisser avec ça, Karim Tabou, des eurodéputés veulent des sanctions européennes à l'encontre des responsables algériens. C'est ce qu'on peut lire sur, bien sûr, un média qui est sur le net. On n'est pas très sûr, bien sûr, est-ce que ça va se passer. Il y a bien sûr le Parlement européen ou l'Union européenne va se réunir le 11 décembre, je pense, et peut-être on saura beaucoup plus d'ici là.
Merci Karim Tabou pour votre intervention. Merci à vous, Karim Tabou, coordinateur de l'UDS qui est avec nous depuis Alger. Si Mohamed Khelfaoui, je reviens à vous sur cette question donc, de l'interview, de l'entretien donc, de Emmanuel Macron, le président de la France, qui bien sûr soutient Abdelmajid Tebboune et qui salue son courage et aussi promet de tout faire pour aider le dirigeant, donc il parle de Abdelmajid Tebboune, dans la transition. Il parle de réussir donc cette transition. Et on ne sait pas de quelle transition il parle, Mohamed Khelfaoui. Par rapport à la France, le président Macron n'est pas le premier à interférer de la sorte. Mitterrand l'avait fait à son époque. Mais ce qui m'a interpellé, ce qui m'a un peu gêné, ou l'a beaucoup gêné, dans l'intervention de Macron, c'est cette question de savoir à qui il s'adresse. En effet, il ne s'adresse pas au peuple algérien, mais j'ai eu cette impression qu'il s'adresse beaucoup plus aux gens qui ont la légitimité ou la latitude de faire appel ou d'actionner les éléments de la Constitution pour déclarer la vacance de pouvoir. C'est comme si un avertissement envers ces forces politiques ou ces institutions politiques de leur dire attention, je le soutiens et il n'y a rien à faire. Donc, là, est-ce que vous pensez que la France est au courant, et là je parle des services français qui sont au courant des manœuvres d'un certain clan contre un autre clan? C'est ce que vous voulez dire? Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que Macron, lui, en s'adressant de la sorte, il est évident qu'il ne s'adresse pas au peuple algérien, mais il s'adresse, j'ai eu ce sentiment-là, c'est ma lecture à moi. C'est comme s'il s'adressait aux gens qui peuvent démettre Tebboune en cas de vacance de pouvoir ou de déclarer la vacance de pouvoir. C'est comme si c'est un avertissement envers ces institutions. Est-ce que vous pensez que Macron est au courant de l'état de santé de Tebboune plus que nous, si on peut dire, c'est Mohamed Khelfaoui? Plus que nous, en tant que peuple... Algérien que peuple... Plus que le peuple algérien, certainement. L'Europe entière, le monde entier sait dans quel état est notre président, la maladie du président. Donc, ce sont les peuples qui ne savent pas. Mais les Allemands savent, les Français savent, et avec les échanges, évidemment, d'informations entre eux, tout le monde sait. Est-ce qu'on peut lire que, par sa déclaration aussi, que l'état de santé d'Abdelmajid Tebboune est grave? Moi, je ne peux pas conclure sur ça. Mais je déduis, contrairement aux déclarations de son conseiller, que sa santé n'est pas excellente. Du fait qu'il est toujours à l'étranger, même s'il est en convalescence, on aurait pu nous le montrer ou qu'il passe sa convalescence en Algérie, c'était la chose la plus naturelle. Mais au contraire, j'ai l'impression quand même, ce n'est qu'une impression, qu'il n'est pas prêt de reprendre les commandes d'ici demain. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. Nasser Haddad, donc sur cette question des déclarations d'Emmanuel Macron, quelle est votre lecture? Bien sûr, beaucoup d'indignation. Vous avez entendu Karim Tabou. Écoutez, historiquement, la France nous a habitués à ce genre la France officielle, bien évidemment, nous a habitués à ce genre de déclaration. Il ne faut pas oublier que l'on parle de France-Afrique ou de France-Afrique du Nord. Il y a tout un système de réseaux qui ont été construits lorsque les États post-coloniaux ont émergé et ont eu leur indépendance. Et dans cette optique-là, dans cette logique-là, les peuples n'ont jamais été pris en considération.
c'est des réseaux d'intérêt entre des pouvoirs en Afrique et l'Élysée. Votre interlocuteur a rappelé une des interventions directes de Mitterrand qui, si j'ai bonne mémoire, avait utilisé le verbe « devoir ». Ceci étant précisé, il avait dit, je crois, l'Algérie doit, ou il avait utilisé le verbe « devoir ». Donc, ceci étant précisé, il faut aussi rappeler qu'à moins que l'Algérie ne soit une espèce d'île sur la planète Mars, ses voisins ont le droit de s'exprimer. Maintenant, on peut, moi en tant que militant de la Révolution, je regrette profondément l'intervention de Macron. Mais je prends acte de l'intervention du Parlement européen, parce que le Parlement européen est aussi une institution européenne, donc une institution étrangère qui s'est exprimée sur notre pays. Je suis militant, donc l'expression, le positionnement du Parlement européen me convient et je m'en félicite. Par contre, le positionnement du président français est totalement regrettable parce qu'il s'adresse effectivement dans le cadre de la France-Afrique et dans le cadre des réseaux qui ont toujours servi de rapport entre les deux rives de la Méditerranée pour disons, placer la France officielle dans une position de soutien très nette et assumée à la feuille de route du régime. Très bien. Restez avec nous, Nasser Haddad. Houssine Djidel, sur donc, ces deux questions, donc la déclaration, si on peut dire, ou l'interview d'Emmanuel Macron, qui salue le courage du président algérien Abdelmadjid Tebboune, a promis de tout faire pour aider le dirigeant afin que la transition réussisse en Algérie. Mais de l'autre côté, on voit donc le Parlement européen qui, par cette résolution, condamne donc l'Algérie par rapport à la situation des droits de l'homme et des libertés. Oui, il y a deux choses différentes. Ils l'ont déjà signalé, les interlocuteurs. Nous avons une ingérence qui est claire et nette, où Macron, comme d'ailleurs l'a fait Hollande en 2013, vous vous rappelez bien, quand il y avait un mouvement, surtout les toufiqistes et la clique qui voulaient actionner l'article 88 qui est devenu l'article 102, Macron, Hollande, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit clair, Bouteflika il est encore là, et il y a des élections en 2014. Et on se rappelle bien que Belriz, qui était président du Conseil constitutionnel, a disparu. Et quand il a entendu ça, il s'est manifesté. Il était en Tunisie. Ça veut dire que tout le monde a compris, Toufir et la clique, tous les gens, ils ont compris qu'il n'y aura pas d'article 88, il n'y aura pas d'élections anticipées, il n'y aura rien. Vous attendez. Macron, il l'a dit cette fois-ci d'une façon très claire, sans aucune ambiguïté. Je le soutiens jusqu'au bout. Ça veut dire quoi? Il s'adresse, comme disait votre interlocuteur, à ceux qui ont les moyens d'actionner. Ce sont les militaires. Il s'adresse à un clan militaire en lui disant, écoutez, ce n'est pas le moment de faire ça. La France qui dicte la feuille de route à ce régime, à vous, vous n'avez pas le droit, je vous déconseille d'y aller dans ce sens parce que la stabilité avec Tebboune, mieux que l'instabilité ou que le risque que vous pouvez avoir avec encore des élections anticipées dans une telle situation explosive sur tous les plans. Mais aussi, on peut lire aussi qu'il a donné quand même un ordre au clan qui compose la junte militaire de se mettre d'accord. Et de penser collectivement l'après Tebboune. Ça d'un côté. Donc, il est dans son rôle, Macron. Il est son rôle, la même mise de la France sur l'Algérie, personne ne la conteste. Il n'y a aucun dans les clans qui composent
le pouvoir algérien actuellement, des militaires comme des civils qui ne sont pas aux ordres de la France d'une manière ou d'une autre. Par contre, ce que les Européens ou les députés européens, ils ont exprimé une réalité, ils se sont exprimés en tant que représentants démocratiques de leur peuple, et puis autre chose qu'on doit signaler, c'était des Algériens. Des Algériens. Très bien, on va essayer, Houssine Djidel, on va essayer d'écouter une eurodéputée. Qu'est-ce qu'elle a dit donc au Parlement européen? C'est Salima Yembou. On va essayer d'écouter Salima Yembou et on reviendra. Début 2019 est né en Algérie un mouvement social extraordinaire et pacifique, le Hirak, qui demande une société plus libre, plus égalitaire et transparente, ainsi qu'un meilleur avenir pour l'Algérie et la jeunesse algérienne. Le Hirak est un mouvement inédit, extraordinaire et même exemplaire par l'absence totale de violence lors des manifestations sur un temps très long, ponctué de cet humour algérien si particulier. Les Algériennes et les Algériens peuvent en être fiers. La presse qui relayait ce mouvement a malheureusement été prise pour cible pour ça. Le renouveau de l'Algérie ne peut se faire en bafouant la liberté de la presse, en se servant notamment de la crise sanitaire pour accroître sa répression. Garantir la liberté de la presse, c'est s'assurer de la vitalité de nos démocraties, de la circulation de l'information, de l'ouverture d'esprit, de l'esprit critique, de la créativité. Donc ça, c'était Salima Yembou, qui est eurodéputée, vous l'avez entendu. Mais on va essayer d'écouter aussi Saleh Goudjil, qui est président par intérim du Sénat algérien. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à cette résolution? حاملة بوق ضد الجزائر ويستغلوا المرض نتاع الرئيس والتأويلات حول المرض الرئيس واش راح يكون من بعد الرئيس وكيفاش راح تكون الجزائر. هذه حملة حرب رانا في حرب إعلامي اللي لازم نواجهه، ولازم كلنا الرجال المخلصين تاع هذه البلاد، المجاهدين، المناضلين، المرأة، المجتمع المدني، لازم يحسوا بهذه الخطورة هذه باش نواجهها كرجل واحد. احنا رانا نبني في دولة، ما نبنيوهاش في شهر ولا شهرين. هذه دولة اللي راح تبقى مع الأجيال. On est en train de construire un pays, dit Saleh Goudjil, président du Conseil de la Nation par intérim. On a été rejoint par Maître Nabila Smaïl, qui est avec nous, avocate militante politique depuis Alger. Maître Nabila Smaïl, marhaba bik, bonsoir. Bonsoir, et merci de m'avoir invité. Désolé, Maître Nabila Smaïl, je pense qu'on vous a fait attendre un peu plus que prévu. Mais je vais vous donner le temps de vous exprimer par rapport à ces sujets. Vous avez entendu Salima Yembou, qui est eurodéputée, parler bien sûr du Hirak, de la situation des libertés et des droits de l'homme en Algérie. Quelle est donc votre lecture par rapport à cette résolution du Parlement européen condamnant l'Algérie? La résolution du Parlement européen ne condamne pas l'Algérie, elle condamne le pouvoir algérien. Oui. Parce qu'il faut rappeler... Et quand je parle de l'Algérie, je parle du pouvoir, bien sûr. Voilà, mais il est très important de l'indiquer et de préciser, parce que la précision, les détails, parce que nous sommes l'Algérie. Nous sommes l'Algérie, donc cette résolution n'est pas venue de leur propre chef. Cette résolution a été le fruit du travail qui a été fait par la diaspora en collaboration avec les militants des droits de l'homme, les avocats ici en Algérie. Donc il y a eu beaucoup de pression parce que ça fait des mois et des mois que nous travaillons sur la nécessité de déclencher quelque chose qui va faire rappeler au pouvoir algérien ses obligations à l'égard de ses partenaires internationaux dans la question
des droits de l'homme et dans la question du respect des droits civils et politiques. Donc, ce que le Parlement européen a fait, il n'a fait que rappeler, que condamner les déviations et les dérives commises par le pouvoir algérien dans sa façon de gérer le Hirak et d'essayer de le neutraliser par la répression, tout en lui rappelant ses obligations dictées par les conventions qu'ils ont ratifiées. Ce n'est pas Nabila Smaïl qui a ratifié, c'est bien le pouvoir en place qui a ratifié des conventions qui garantissent le droit à l'expression. Maître Nabila Smaïl, contre le RND et le FLN, et là je les cite respectivement, le RND dit de fausses allégations qui rejettent en bloc dans son communiqué, et le FLN, ce type d'ingérence est susceptible de nuire aux relations entre l'Algérie et l'Union européenne, car c'est une tentative de porter atteinte à la stabilité dont jouit notre pays par rapport à d'autres États européens. Vous savez très très bien que ces deux partis que vous venez de citer, c'est des partis qui ne vont pas exister dans une Algérie démocratique. Vous savez très très bien que ces partis-là sont allergiques à toute ouverture et à tout respect des libertés, à toute forme de démocratie. Parce qu'en démocratie, il y aura un véritable multipartisme, de véritables élections libres et transparentes. Ces partis n'auront pas la dernière APC ou une dernière APC du dernier, je ne sais pas, je n'ai même pas qualificatif. Donc vous savez très très bien qu'il s'agit c'est un enjeu vital pour eux qu'il y ait ouverture. Ça n'arrange pas du tout leurs intérêts parce que ce sont des partis qui vivent et qui ne survivent que dans l'atmosphère d'un pouvoir illégitime. Ils n'ont aucune légitimité. Donc moi, je m'attendais, au moment où tout le monde attendait une réaction de leur part pour répondre à Macron, ils ne répondent pas à Macron parce que Macron soutient leur président, mais qu'ils répondent à un Parlement européen où des députés assument pleinement leur responsabilité d'élus de leur peuple, contrairement à la majorité de l'APN en Algérie, qui assume pleinement la représentativité du pouvoir, parce que les députés en Algérie représentent le pouvoir et pas le peuple. Donc il est tout à fait normal que la résolution du Parlement européen est une gifle à ces partis-là qui détiennent la majorité à l'APN, parce que ces partis-là ne se sont jamais prononcés suite aux arrestations et à l'instrumentalisation de la justice pour réprimer des manifestants politiques et pour réprimer pour des raisons politiques. Donc, moi, je pense que chacun doit assumer son rôle. On ne peut pas s'attendre, parce que même si le FLN et le RNT avaient réagi en saluant la résolution, on aurait senti ça tout à fait faux. Moi, je suis très contente qu'ils soient restés dans leur rôle naturel. Ils n'ont pas essayé de jouer la comédie et de porter le burnous d'un nouveau visage ou d'essayer de rentrer dans une nouvelle peau qui ne leur va pas. Ils sont dans leur rôle. Maintenant, ce qui est à rappeler, c'est que la résolution du Parlement européen est une très très grande avancée et ça ne peut être en aucun cas une ingérence à partir du moment où l'Algérie a des obligations à respecter avec l'Union européenne et avec l'ONU par les conventions qu'elle a signées. Il y a ça. Il y a le fait que Macron vienne dire qu'il soutient. Vous voyez la divergence entre les deux positions. Macron qui soutient le pouvoir, le Parlement européen qui soutient le peuple. Donc nous, on ne peut que s'en réjouir parce qu'il s'agit de l'aboutissement d'une lutte et d'un travail qui a commencé depuis près d'une année. D'ailleurs, je tiens à saluer la diaspora, à saluer Sofiane Choutel qui a fait un travail extraordinaire, Maître Belchessine de Paris qui a fait un travail extraordinaire. Donc tout ça, en collaboration avec ce qui se passe en Algérie, ça a abouti à ça. Ce n'est qu'un rappel. Donc le Parlement européen a fait les choses d'une façon naturelle. Il a assumé son rôle parce qu'il a vu qu'il y a de graves dérives et de graves violations. Maintenant que Salah Boudjil vienne dire que nous sommes en révolution et l'Algérie ne se construit pas en une année, moi je tiens à lui rappeler, avec tout le respect que j'ai de son âge, qu'il a mené sa révolution, qu'il est temps qu'il rentre chez lui, parce que là c'est la révolution des jeunes, c'est la révolution des Algériens qui ont compris qu'à chacun sa révolution. On ne peut pas lui permettre de nous donner des leçons et de nous dire que l'Algérie doit... Maître Nabila Smaïl, je pense qu'on l'a perdu.
Maître Nabil Esmaïl. On l'a perdu, on me dit à l'oreillette. On va essayer de l'avoir encore juste sur cette question. Bien sûr, je vous ai dit que les eurodéputés veulent des sanctions européennes à l'encontre des responsables algériens. Qu'est-ce que cela veut dire juridiquement? Je vais revenir, Mohamed Khelfaoui, il ne me reste pas beaucoup de temps. Espérons avoir Nabil Esmaïl au moins pour 2 minutes pour essayer de nous éclairer par rapport à cette information. Sur cette question d'ingérence, on va essayer d'écouter Bouzid El-Zahari, qui est le président du Conseil national des droits de l'homme et qui nie bien sûr cette situation concernant donc les abus des droits de l'homme, des libertés en Algérie. On va essayer d'écouter le président du Conseil national des droits de l'homme et je reviendrai à vous, Mohamed Khelfaoui. إنه التقرير يتكلم عن حوايج غير موضوعية تماما. مثلا يقول أن هناك مساجين في الحبس المؤقت لفترات غير محددة، وهذا كلام لا نقبله. يقدم لنا الدليل لأنه هذه تعتبر جريمة في القانون الجزائري، لأنه نحن بالنسبة للوجود تواجد في السجن قانون الإجراءات الجزائية يحدد بالضبط المدد لا يمكن تجاوزها. لو نتجاوزها ندخل في جريمة الحبس التعسفي التي هي جريمة في قانون العقوبات. هذا ما نقوله يعني في الحقيقة. إذن ففيه الكثير من عدم الموضوعية وربما الاستماع لأطراف محددة هي معارضة ومن حقها أن تكون معارضة في الجزائر. بالنسبة للصحفيين نحن عندنا 8000 صحفي في الجزائر وعندنا أكثر من 128 جريدة يومية. إذن فهم يمارسون هذه الحرية وينتقدون النظام لأنه جاء مثلا يقول بأنه المادة 54 من الدستور. Mohamed Khelfaoui, quand on commence à nier la situation réelle en Algérie, quand on commence à parler d'une guerre qui est menée contre l'Algérie, est-ce que vous pensez qu'on n'est pas en train de compliquer la situation politique en Algérie? En fait, une guerre contre l'Algérie, sur ce plan-là, dans le contexte des eurodéputés, etc., je ne pense pas. Toutefois, on peut dire autre chose également, parce que lorsque l'Europe a voulu et a soutenu la démocratisation de l'Europe de l'Est, ils sont allés vers la démocratisation jusqu'au bout. À chaque fois que l'Algérie fasse un pas dans ce sens, c'est des boucliers ou des avertissements ou des interventions telles que celle que nous discutions tout à l'heure, celle de Macron. Cette France-là, d'ailleurs dans son langage que je rejette personnellement, on nie, lorsqu'elle parle de nous ou des autres, elle parle en tant qu'ancienne colonie, c'est-à-dire une ancienne propriété qu'elle a laissée. Alors elle ne parle pas d'occupants. Eux, lorsqu'ils étaient pris en guerre, battus en guerre, ils disent l'occupant. Chez nous, nous sommes les anciennes colonies. S'il vous plaît, psychologiquement, c'est quoi ça? Nous ne sommes pas vos colonisés. Vous avez réussi, par les armes et par je ne sais quoi, par les enfumades, etc., à faire du mal à nos aïeux. Mais vous ne nous colonisez pas. Et nous attendons, c'est pour ça que le mouvement populaire se soulève, nous attendons de notre pouvoir à ce qu'ils réagissent dans ce sens. Ils réagissent comment? En s'ouvrant vers cette nouvelle génération qui a le pays dans le cœur et le savoir-faire dans sa tête, et ses bras sont là pour travailler nos terres, notre Sahara, même avec les doigts, même avec nos mains. On est capable pour ça. C'est pour ça que je dis, le Parlement dit une chose, Macron dit autre chose, et on est en train de souffler le chaud et le froid, et sans aboutir à quoi que ce soit, sauf à maintenir. Macron, lorsqu'il parle de soutien à une personne, en l'occurrence le président de la République, les États soutiennent les États, pas les personnes. Lui, en parlant de soutien au président, c'est comme si Tebboune est le préfet d'un des départements français. Alors il le soutient pour ses problèmes. Non, M. Macron, ce n'est pas comme ça. Et nous refusons, nous rejetons catégoriquement ce genre d'intervention de colonisateur à coloniser. Nous sommes indépendants et nous pouvons faire beaucoup, beaucoup plus si vous et vos semblables
encore que vous travaillez pour votre pays, les aides de votre pays. Si nous réussissons un jour, Inch'Allah, très bientôt, à faire quelque chose avec notre pouvoir, à faire que notre système évolue pour donner cet espace d'imagination, d'initiative, et on verra ensuite, la suite on la verra, le temps le dira. Peut-être pas moi, mais nos enfants, Inch'Allah. Merci. Donc, terminez très rapidement, si Mohamed, si vous avez un mot à rajouter. Lorsqu'on dit que nous sommes en guerre ou pas, non, la chose est entre nos mains, à nous. Lorsqu'il parle de transition, il veut faire passer cette peut-être que pour lui la transition, c'est cette nouvelle constitution qui va amener des choses. Ce n'est pas son affaire à lui, c'est notre affaire à nous. Le peuple s'est exprimé, le pouvoir sait très bien dans le détail ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Nous espérons, avec maintenant cette nouvelle étape, nous venons de dépasser une étape, du moins parce que ceux qui étaient au pouvoir, les militaires militants, ou comme disait Mili dans ses écrits, le militant en uniforme. Ces gens-là étant partis, nous sommes dans une nouvelle phase et j'espère qu'on va saisir ça pour passer à autre chose, à une autre approche, à une autre image du pays. Très bien. يعطيك الصحة سي محمد خلفاوي. Nasser Haddad, les députés européens veulent accentuer la pression sur le pouvoir algérien pour qu'il libère les détenus politiques et surtout arrêter sa politique répressive. Est-ce que, et aussi, ils veulent des sanctions européennes à l'encontre des responsables algériens. Est-ce que c'est un revirement, si on peut dire, par rapport à la politique européenne envers l'Algérie? J'ai dit tout à l'heure que le Parlement européen est une institution européenne et ses résolutions sont votées au nom de toute l'Europe. Une fois que cette précision étant faite, il faut rappeler, comme l'a dit Maître Smaïl, que l'Algérie a des engagements internationaux qu'elle a ratifiés et dans des accords bilatéraux avec l'Union européenne. L'Algérie s'est engagée à respecter les droits de l'homme, à respecter un certain nombre de choses, notamment, et de démarches, notamment le respect des droits de l'homme, la liberté de presse, la liberté d'opinion, lorsque, dans les faits, une institution européenne, en l'occurrence le Parlement, a constaté que les engagements de l'Algérie n'ont pas été respectés, en tant que partie de la Convention, il est du droit et même du devoir du Parlement européen de rappeler à l'Algérie ses engagements. C'est d'une simplicité absolue. Maintenant, que, je ne sais pas moi, le FLN, le RND, qui pour moi ne peuvent pas être qualifiés de partis, c'est des politiques, c'est des excroissances d'une bureaucratie entière, essayent de polluer le débat. Je trouve ça pathétique. C'est perdre de vue l'intelligence de la jeunesse algérienne, ses capacités à appréhender le réel. Les Algériens, la jeunesse algérienne, sait exactement quels sont les engagements ratifiés par l'Algérie dans les conventions qu'elle a signées avec l'Union européenne. Très bien. Et la jeunesse algérienne sait exactement que les deux parties ont le droit de rappeler chacune des parties lorsque l'une d'elles n'exécute pas les dispositions conventionnelles convenues ensemble. Très bien. Dernier mot, Houssine Djidel. Des eurodéputés, bien sûr, demandent donc des sanctions contre des européennes, contre des responsables algériens. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous pensez que c'est un rapport de force par rapport
à cette révolution et comment on peut lire donc ça si bien sûr l'Union européenne prend de telles mesures? Nasser, c'est le Hirak qui a fait ça. C'est le Hirak, la pression du Hirak à l'extérieur comme à l'intérieur qui a poussé les députés européens à débattre les questions des critères et des engagements de l'État algérien avec l'Union européenne, à savoir le respect des droits de l'homme, de la liberté, d'une justice équitable, etc. Donc c'est le Hirak qui a bougé. C'est le Hirak qui a bougé et le Hirak il est en train de jouer son rôle, il est en train de combattre ce régime. J'aimerais bien qu'on parlait de l'ingérence quand Ben Saleh est allé voir Poutine et lui dire je viens pour vous rendre compte de ce qui se passe en Algérie. Personne ne parle de l'URSS, personne ne parle de ce que l'ancien ministre des Affaires étrangères a fait. Pourquoi? Parce que l'URSS, c'est le grand fournisseur d'armement en Algérie, donc entre parenthèses corruption, parce que l'URSS c'est lui qui forme les officiers de renseignement et de torture que compose la junte militaire. Donc quand il s'agit de l'URSS, ce n'est pas une ingérence, et quand c'est Ben Saleh qui le fait, c'est pas une ingérence, et quand c'est des députés qui représentent leur peuple et qui ont bougé suite à la demande des Algériens qui demandent à leur chef d'État européen de dire écoutez, vous avez des engagements avec ce régime ne peut plus continuer à mettre les Algériens en prison, ne peut plus continuer à réprimer l'Algérie comme ça. Ils considèrent ça comme une ingérence. Et puis, les gens qui ont contesté ça, le RND, Djadid, ils sont très loin de le dire parce que nous n'avons entendu aucun mot à propos de Macron, nous n'avons entendu aucun mot à propos de Ben Saleh et de la Mamra. Et puis, dernière chose. Très rapidement, Houssine, très rapidement. Saleh Goudjid, oui. Celui qui mène une guerre, c'est les militaires qui mènent une guerre contre le peuple algérien. Le danger, c'est ce régime militaire. Comme disait Hamroche, c'est un régime ce sont des militaires qui sont dangereux pour l'Algérie et qui sont dangereux pour la région. Et à la preuve, ils ont mis l'Algérie dans cette situation et la région aussi. Merci Houssine Djidel, anthropologue, militant politique qui a été avec nous via Skype depuis Paris. Merci à vous, Mohamed Khelfaoui, ancien cadre des services qui a été avec nous aussi depuis Alger. Merci à vous, Nasser Haddad, militant politique qui a été avec nous depuis Alger aussi. Merci à Karim Tabou, coordinateur de l'UDS qui a été avec nous par téléphone depuis Alger. Merci à Maître Nabil Asmaïl, avocate militante politique. Et à Tekoum Saha, je vous retrouve demain. Bqaw ala khair.